Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier 2021. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par votre ami Alok. Tout d'abord, les grands titres. Le Premier ministre Narendra Modi lancera demain le plus grand programme de vaccination contre la COVID-19 au monde. Le groupe consultatif stratégique Inde-Oman se réunit à New Delhi. L'Inde exprime sa solidarité avec le peuple afghan dans son cheminement vers la paix. Le 19e Festival international du film de Dhaka rend hommage à Satyajit Ray. Le président élu américain Joe Biden présente un programme de secours de 1,9 billion de dollars contre le coronavirus. La Corée du Nord dévoile un nouveau missile lancé par sous-marin. Les États-Unis ont trop concédé aux talibans, dit le vice-président afghan. Le décompte des voix est en cours en Ouganda après la fin des élections présidentielles. Et dans la Corée du Sud, le tribunal confirme l'emprisonnement de l'ancienne présidente Park Geun-hye. Le président mexicain mène une campagne contre l'interdiction mise par les réseaux sociaux. Maintenant, les nouvelles en détail. Le Premier ministre Narendra Modi lancera demain matin le plus grand programme de vaccination contre la COVID-19 au monde par vidéoconférence. Ce lancement pan-India de la campagne de vaccination contre la COVID-19 couvrira toute la longueur et l'étendue du pays. Au total, 3006 sites de session dans tous les États et territoires de l'Union seront virtuellement connectés pendant le lancement. Environ 100 bénéficiaires seront vaccinés sur chaque site de session le jour de l'inauguration. Ce programme de vaccination est basé sur le principe des groupes prioritaires à vacciner, les agents de santé du secteur public et privé, et également ceux des services intégrés de développement de l'enfant. Ce groupe prioritaire recevra le vaccin pendant la première phase. Le programme de vaccination utilisera Covin, une plateforme numérique en ligne développée par le ministre de la Santé et du Bien-être familial qui facilitera les informations en temps réel sur le stock de vaccins, la température de stockage et le suivi individualisé des bénéficiaires du vaccin COVID-19. Les doses adéquates de Covishield et de Covaxin ont déjà été livrées à travers le pays à tous les États et les territoires de l'Union avec le soutien actif du ministère de l'Aviation civile. La réunion du groupe consultatif stratégique Inde-Oman a eu lieu hier à New Delhi. La délégation indienne était dirigée par le secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Sanjay Bhattacharya, alors que la délégation omanaise était dirigée par le sous-secrétaire des Affaires diplomatiques dans le ministère des Affaires étrangères, Sheikh Khalifa bin Ali Al-Harthi. Cette visite est la première visite officielle du haut niveau d'Oman en Inde depuis le début de COVID-19. Les deux groupes ont exprimé leur satisfaction de constater qu'en dépit de la pandémie du COVID-19, les deux parties sont restées en contact étroit et ont maintenu leur élan dans la poursuite de la consolidation de leurs relations stratégiques. M. Bhattacharya a remercié la partie omanaise d'avoir pris soin de la communauté indienne d'Oman pendant la pandémie. Les deux parties se sont également félicitées du bon fonctionnement de l'accord Air Bubble entre les deux pays. La partie omanaise a félicité l'Inde pour l'approvisionnement en nourriture et en médicaments à Oman pendant la pandémie. L'Inde a assisté à Oman pour ses besoins en vaccin COVID-19. L'Inde affirme qu'elle soutient le peuple afghan dans son cheminement vers la paix. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anurag Srivastava, a déclaré que le peuple afghan désire avoir un avenir pacifique et un cessez-le-feu immédiat et complet, ce qui jetterait des bases d'un processus de paix pour rendre Afghanistan pacifique, prospère et progressiste.
Répondant aux questions sur l'assassinat de journalistes en Afghanistan, M. Srivastava a déclaré que l'assassinat ciblé des journalistes et des membres de la société civile au cours des dernières semaines vise à supprimer la liberté d'expression et qu'une discussion éclairée sur des questions critiques liées à la paix et à la gouvernance est d'une importance extrême. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que ces attaques sont contraires à l'esprit du processus de paix et devraient immédiatement cesser. Au Bangladesh, le 19e Festival international du film de Dhaka, DIFF, sera inauguré le 16 janvier. Le festival du film de cette année est dédié au centenaire de la naissance de Bangbandhu Sheikh Mujibur Rahman. Annonçant cela jeudi lors d'une conférence de presse à Dhaka, le directeur du festival, Ahmed Mustaba Zamal, a déclaré que 225 films de 73 pays seront projetés pendant les 9 jours du festival du 16 au 24 janvier. Une catégorie spéciale sur les leaders qui ont changé le monde a été introduite dans le festival. Il montrera des films relatifs à la vie de Sheikh Mujibur Rahman, Mahatma Gandhi, Lénine, Yasser Arafat, Fidel Castro et d'autres pendant le festival. La section hommage du festival sera dédiée au légendaire cinéaste Satyajit Ray pour commémorer son centenaire de naissance. Le festival organisera également des séminaires et des discussions autour de ses œuvres et de la vie de Satyajit Ray. Cette section présentera Pathar Panchali, Aprajito, Jal Sanghar, Sonar Kela et Hirok Rajardeshe, réalisés par Satyajit Ray. Aux États-Unis, le président élu américain Joe Biden a présenté un programme de secours valant 1,9 billion de dollars contre le coronavirus. Le programme souligne l'intention du président élu de soutenir de manière agressive une économie en détérioration et d'affronter aux ravages amenés par la pandémie. Ce plan est conçu pour donner des aides fédérales aux familles, entreprises et gouvernements régionaux pour lutter contre une flambée des cas de Covid. Le programme de Biden inclut un nouveau cycle de paiement direct au peuple américain, un financement pour promouvoir l'ouverture sûre des écoles et un accroissement des projets nationaux de vaccination. Biden s'est fixé pour objectif d'administrer 100 millions de doses de vaccins dans les premiers 100 jours après qu'il prend charge de fonction le 20 janvier. À l'autre côté, la Corée du Nord a dévoilé un nouveau type de missile balistique lancé par sous-marin que les médias d'État ont qualifié de l'arme la plus puissante. Plusieurs des missiles ont été montrés lors d'un défilé supervisé par le leader Kim Jong-un, ont rapporté les médias d'État. Les experts ont souligné que cette arme n'a pas été vue avant. Auparavant, durant une réunion politique rare, M. Kim a décrit les États-Unis comme l'ennemi principal de la Corée du Nord. La démonstration de la puissance militaire a eu lieu quelques jours avant l'investiture de Joe Biden en tant que président américain. Les images diffusées par les médias d'État au pays montrent au moins 4 grands missiles en noir et blanc faits passer devant des foules brandissant les drapeaux. Le vice-président afghan Amrullah Saleh a déclaré que les États-Unis ont commis une erreur en concédant trop aux talibans. S'adressant à une chaîne d'information, Amrullah Saleh a expliqué que la mission américaine commencée il y a 20 ans n'était pas encore accomplie. L'année dernière, le président Donald Trump a fait un accord de paix avec les talibans et a accepté de réduire drastiquement la présence des soldats américains. Les États-Unis doivent achever le retrait de 2500 soldats du sol afghan. M. Saleh a exprimé que ce retrait peut déclencher plus de violence dans le pays instable. Le gouvernement afghan se bat contre les talibans, les extrémistes islamiques
alors que le groupe essaye de resserrer son contrôle sur certaines régions du pays. Les soldats américains sont engagés dans le pays depuis 2001 lorsque les États-Unis ont attaqué pour détrôner les talibans du pouvoir à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. Cependant, les talibans se sont regroupés et depuis 2018 sont actifs dans plus de 2 tiers de l'Afghanistan, menaçant le gouvernement élu. Des milliers de personnes ont été tuées, incluant 2400 soldats américains. M. Trump a clairement indiqué qu'il voulait retirer tous les soldats américains du pays. Le décompte des voix est en cours après la fin des élections hier en Ouganda. Les gens ont participé en grand nombre pour faire leur marque lors d'une élection historique opposant le leader vétéran Yoweri Museveni à un ancien pop star Bobi Wine. Le vote à Kampala a eu lieu sous une présence forte de l'armée et de la police. L'Internet a été bloqué. De longues queues d'électeurs ont été vues à l'extérieur des bureaux de vote de la capitale, bastion de l'opposition menée par Bobi Wine, malgré une campagne marquée par des répressions majeures. Il y a environ 17,7 millions d'électeurs enregistrés et les résultats sont attendus dans les 48 heures. Le taux de participation semblait robuste d'après les images des bureaux de vote diffusées par les chaînes de télévision privées. Le plus haut tribunal de la Corée du Sud a confirmé une peine de 20 ans d'emprisonnement pour l'ancien président Park Geun-hye pour la corruption et d'autres crimes, comme il a terminé une affaire de corruption historique qui a marqué une chute pour la première dirigeante féminine du pays. Le verdict rendu hier a mis fin au processus judiciaire, ouvrant la voie à une grâce présidentielle que les partisans de la première présidente du pays avaient réclamée. Park a été déclaré coupable pour s'allier avec sa confidente de longue date, Choi Soon-sil, afin d'avoir pris des millions de dollars de pots de vin à certains groupes commerciaux du pays, y compris Samsung, entre 2013 et 2016. Park est devenue la première dirigeante démocratiquement élue de la Corée du Sud à être renvoyée de son poste lorsqu'en 2017, la Cour constitutionnelle a confirmé le vote du Parlement pour la destituer au sujet d'un scandale qui a également conduit les chefs de deux conglomérats en prison. Et au Mexique, le président a promis de diriger une campagne internationale pour lutter contre ce qu'il considère comme une censure des réseaux sociaux qui ont bloqué ou suspendu les comptes du président américain Donald Trump. L'administration du président Andrés Manuel López est en train de contacter d'autres gouvernements afin de créer une plateforme commune concernant ce sujet. López Obrador a souligné qu'il allait faire une proposition liée à cette question lors de la première réunion de G20. Il a ajouté que les réseaux sociaux ne devaient pas être utilisés pour inciter la violence, mais cela ne peut pas être un prétexte pour écraser la liberté d'expression. Le secrétaire des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a déclaré que le Mexique lancerait une campagne internationale à l'égard de ce sujet. La chancelière allemande Angela Merkel est parmi ceux qui ont publiquement critiqué l'action contre Trump. Le Premier ministre de la Pologne, Mateusz Morawiecki, a appelé pour de nouvelles régulations qui gouverneraient l'utilisation de Facebook, Twitter et Instagram dans l'Union européenne. Il a dit que les gérants de géants d'entreprises ne devaient pas décider quels points de vue sont corrects et lesquels ne le sont pas. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Nous allons maintenant vous présenter le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire porte sur l'appel de l'Inde à prendre des mesures rigoureuses contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité de l'ONU a célébré le 20e anniversaire de la résolution 1373 du Conseil de sécurité
en organisant une réunion virtuelle. C'est une résolution historique dans la lutte mondiale contre le terrorisme. La Tunisie a dirigé le discours du CSNU sur cette question cruciale. S'adressant à la réunion sur la résolution 1373, adoptée à la suite des attentats terroristes du 11 septembre, le ministre indien des Affaires extérieures, M. S. Jaishankar, a déclaré que la résolution nous rappelle que le terrorisme continue d'être la menace la plus grave pour l'humanité. Cela affecte non seulement gravement la vie humaine, mais attaque le fondement même de l'humanité. En adoptant cette résolution, le Conseil de sécurité a exprimé sa détermination sans équivoque à lutter contre la menace du terrorisme. Le Dr Jaishankar a déclaré que l'Inde a toujours été à l'avant-garde des efforts mondiaux de lutte contre le terrorisme. En 1996, bien avant l'adoption de la résolution 1373, l'Inde a pris l'initiative de piloter le projet de convention globale sur le terrorisme international CGTI dans le but de fournir un cadre juridique complet pour lutter contre le terrorisme. L'Inde a signé et ratifié toutes les principales conventions et protocoles sur le terrorisme adoptés par l'ONU et fait partie de toutes les grandes initiatives mondiales à cet égard. Le ministre indien des Affaires extérieures a déclaré que la résolution 1373 et le comité contre le terrorisme sont des piliers importants de l'architecture mondiale contre le terrorisme. D'autres initiatives des Nations Unies, notamment la Direction exécutive de la lutte contre le terrorisme, jouent un rôle notable dans le renforcement des capacités des États membres et dans l'extension de l'assistance technique et du renforcement des capacités. Le régime des sanctions de l'ONU a également été un outil efficace dans la lutte contre le terrorisme. Ces dernières années, les groupes terroristes et les attaquants loups solitaires ont considérablement amélioré leurs capacités en accédant à des technologies nouvelles et émergentes, notamment des drones, des monnaies virtuelles et des communications cryptées. Les réseaux sociaux ont contribué à la radicalisation et au recrutement des jeunes. La pandémie COVID-19 n'a fait qu'aggraver la situation. L'isolement relatif et les perturbations prolongées dues au confinement et à la détresse et à l'incertitude économique qui en découlent ont rendu le monde plus vulnérable à la radicalisation des discours et de la propagande extrémiste. Le Dr Jaishankar a déclaré que certains États ne disposent pas des cadres juridiques et opérationnels et de l'expertise technique nécessaire pour détecter, enquêter et poursuivre les affaires de financement du terrorisme. Cependant, il y a aussi d'autres États qui sont manifestement coupables d'avoir aidé et soutenu le terrorisme et de fournir volontairement une aide financière et des refuges. La communauté internationale doit collectivement appeler ces nations et les tenir responsables. Pour que le système des Nations Unies s'attaque de manière crédible à la menace du terrorisme et assure une action efficace, le ministre indien des Affaires extérieures a proposé des points qui pourraient en quelque sorte constituer un plan d'action. Les États doivent tous mobiliser la volonté politique de combattre sans hésiter le terrorisme. Le terrorisme ne doit pas être justifié ni doit-on glorifier les terroristes. Tous les États membres doivent s'acquitter de leurs obligations consacrées dans les instruments et conventions internationaux de lutte contre le terrorisme. Les doubles standards dans cette bataille doivent être combattus. Les terroristes sont des terroristes. Il n'y a pas de distinction entre bons ou de mauvais terroristes. Le ministre indien a appelé à une réforme des méthodes de travail des comités de l'ONU chargés des sanctions et de la lutte contre le terrorisme. La transparence, la responsabilité et l'efficacité sont les besoins actuels.
La pratique consistant à bloquer et suspendre les demandes d'inscription sans expliquer des raisons doit cesser. Cela n'a fait qu'éroder notre crédibilité collective. Toutes les nations doivent fermement décourager la pensée exclusiviste qui divise le monde et nuit à la structure sociale. De telles approches facilitent la radicalisation et le recrutement en suscitant la peur, la méfiance et la haine au sein de différentes communautés. Le Conseil doit se méfier des nouvelles terminologies et des fausses priorités qui peuvent diluer notre attention. Le Dr Jaishankar a appelé à l'enrôlement et à la radiation d'individus et d'entités sous le régime de sanctions des Nations Unies objectivement et non pour des considérations politiques ou religieuses. Les propositions à cet égard méritent d'être dûment examinées avant d'être diffusées. Les liens entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée doivent être pleinement reconnus et traités avec vigueur. L'Inde a vu les syndicats du crime responsables des attentats à la bombe de Mumbai en 1993 non seulement bénéficier de la protection de l'État, mais aussi bénéficier d'une hospitalité 5 étoiles. La lutte contre le financement du terrorisme ne sera aussi efficace que dans la juridiction la plus faible. Le groupe d'action financière DAFI devrait continuer à identifier et à remédier aux faiblesses de la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme pour faire une grande différence. Le ministre indien des Affaires extérieures a appelé à un financement adéquat des organes de lutte contre le terrorisme des Nations Unies à partir du budget ordinaire des Nations Unies et cela exige une attention immédiate. Chers auditeurs, vous venez d'écouter le commentaire qui a été rédigé par Kaushik Rai et dont la traduction a été faite par Savita Pitaneja. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Nous sommes venus à la fin de notre programme. Merci.